Bon, bonjour à tous, je dis ça. Aujourd'hui, nous avons la conférence de Madame Isabelle Comte sur le bal des 4 arts, l'art en fête à l'École des Beaux-Arts. Donc, Madame Comte est docteur en histoire de l'art. Elle a fait beaucoup d'écoles des études. Elle a fait beaucoup de travaux et de publications au cours de sa carrière. Et aujourd'hui, elle est chargée de la bibliothèque et des archives de la Société du Vieux-Montmartre. Il y a des sociétés savantes parisiennes qui ont des moyens et qui peuvent justement s'offrir des talents comme ceux de Madame Comte. Et donc, elle va nous parler de la conférence de ce soir sur qu'est-ce qui se passe, qui est un moment important de la vie de notre société et enfin de notre arrondissement pendant près de 70 ans. Alors, elle est bien oubliée aujourd'hui, mais c'est pour ça que nous la remercions de nous la faire revivre, parce qu'on est bien loin de l'arrondissement aujourd'hui, on est bien loin de ces moments festifs qui animaient l'arrondissement, et pas que l'arrondissement. Voilà, vous avez la parole. Je vous remercie. Bonsoir à tous et merci d'être si nombreux pour m'écouter ce soir. Je remercie également chaleureusement la Société historique du 6e arrondissement de m'offrir cette opportunité de parler dans cette belle salle des mariages de la mairie du 6e. Et j'espère que mon intervention suscitera au moins votre curiosité et vous permettra de mieux comprendre ce qu'était ce bal à la réputation sulfureuse qui est le bal des 4 arts. D'entrée de jeu, son nom, parce qu'il mérite quand même déjà un petit éclairage, c'est une contraction de 4 pour les 4 sections qui étaient enseignées à l'École des Beaux-Arts, la peinture, la sculpture, l'architecture et la gravure. La plupart des élèves étaient architectes, c'était le plus gros contingent d'élèves de l'école, et ils ne sont pas pour rien dans le succès de cette fête que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, excusez-moi juste. C'est ça, avancer. Ouais. C'est là. Oui. Ça marche pas. C'est parce que j'étais bloqué. Pardon. Excusez-moi, là, ça doit marcher. Alors, tout d'abord, je me suis permise de vous remettre ce qui me conduit vers vous, à savoir un travail doctoral que j'ai mené à l'École pratique des hautes études et qui avait pour titre « Le bal des 4 arts, 1892-1966, quand la célébration de l'esprit d'atelier devient œuvre d'art ». Je rebondis sur ce titre, qui n'est pas celui de la conférence, pour vous expliquer en fait les 2 thèses qui étaient contenues dans ma thèse, les 2 grandes idées que j'ai voulu porter au cours de ce travail, à savoir d'essayer de comprendre d'où venait cette façon de faire la fête. Et donc, il s'agit d'une émanation d'un esprit particulier à l'École des Beaux-Arts, l'esprit d'atelier, qui a été érigé en culture d'école, j'y reviendrai, et aussi de comprendre en quoi c'est une œuvre d'art immatérielle, mais aussi, vous le verrez, qui a laissé beaucoup de traces matérielles. Et donc, voilà, on a plusieurs le corpus, c'est à la fois les 63 balles qui ont eu lieu dans cette période, mais aussi les innombrables cartons, affiches et plaques qui étaient portés par les organisateurs, plaques de métal, vous savez, tout à l'heure. Et donc, 2 questions se posent. Peut-on parler d'un rituel, si oui, lequel? Et peut-on parler d'une œuvre d'art? Une œuvre d'art à la fois éphémère, une sorte de performance artistique avant l'heure. C'est une forme artistique qui est beaucoup revendiquée par les avant-gardes des années 70. Et en fait, j'ai été assez étonnée et amusée de voir que finalement, la plus grande performance artistique, on la doit aux élèves de l'École des Beaux-Arts, qu'on aime surtout habituellement, les historiens d'art taxés pour cette période de la fin du 19e siècle jusqu'au le milieu des années 60, donc milieu du 20e siècle, qu'on aime refusé en taxant simplement avec un élan péjoratif d'académiste, donc une école académique, voilà, comme si c'était un problème. Et en fait, on voit qu'au contraire, c'était à la fois un cadre d'enseignement
qui apportait beaucoup à ses élèves, mais qui leur laissait aussi beaucoup de liberté. Et ça, on a tendance à l'occulter complètement. Et en fait, dans tout ce qui est parascolaire, il y avait énormément de liberté créatrice aussi. Et des créations plastiques, donc, qui sont en quelque sorte les reliques de cette fête et de véritables objets de collection qui passent régulièrement dans les ventes aux enchères et qu'on trouve dans de nombreuses collections personnelles. Alors, pour ce soir, le plan est assez simplifié, mais vous verrez qu'il y a quand même quelque chose de riche qui vous sera présenté. J'ai volontairement voulu montrer cette photo assez provocatrice pour voir les débordements devant la caméra, enfin devant la photo, devant l'appareil photo que tenait un photographe dans la cour de l'école des Beaux-Arts, probablement le matin au retour du bal. Donc, vous voyez que tout le monde est relativement dénudé, très, très libéré, et il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes relativement jeunes qui se prêtent à l'objectif. Donc, ce soir, donc, le plan sera d'aborder les sources qui permettent de faire l'histoire d'un événement comme celui-là, parce que ce travail relève à la fois de l'histoire de l'art, mais aussi de l'histoire culturelle. Donc, on verra qu'il y a plusieurs sources qui ont été nécessaires pour faire la lumière sur cet événement. Et je vous expliquerai ensuite le déroulement de ce bal, parce qu'il est très particulier. Ce n'était pas seulement une réunion dansante, en fait, on en est assez loin. Brièvement, je vous donnerai quelques dates clés de l'histoire de ce bal. Et on verra ensuite quelques éléments qui permettent d'éclairer l'idée donc que ce soit une œuvre d'art au sein d'une culture d'école particulière, qui avait d'autres temps forts et que j'espère j'aurai le temps de vous présenter. Alors, petit clin d'œil au 6e arrondissement. Il n'y a pas de musée des 4 arts, les objets ne sont pas visibles à l'école des Beaux-Arts non plus. En revanche, quand on pousse la porte de certains restaurants, on peut trouver dans le décor de ces établissements bien, des cartons d'invitation à ce bal, signe de l'ancrage territorial dans le 6e arrondissement et la permanence d'un certain souvenir qui demeure voilà, de façon assez discrète dans les cafés. Les établissements comme les cafés ne sont pas du tout anodins parce qu'en fait, ça fait aussi partie de la vie des élèves. Ils étudient à l'école, ils se retrouvent aussi au café. Et j'en veux pour preuve, du moins pour exemple, un écrit d'un Américain qui écrit son pot-pourri parisien en 1912, publié à New York, où il explique qu'il retrouve tout proche de l'école des Beaux-Arts un restaurant bohème et bon marché pour changer des spectacles criards et très colorés, et qu'il y trouve le réel du quartier latin, un endroit où vous l'aviez libre, bien disposé, sociable et sans frontières, et où il trouve déjà, en 1912, d'intéressantes peintures du bal des 4 arts. Donc voilà, il y a un ancrage sur le long terme dans les établissements et les cafés de ce bal dans le quartier. Quelques indications aussi sur les sources qui ont été les miennes. C'est évidemment une toute petite liste qui est loin d'être exhaustive, mais très vite, j'ai pu constater que les archives conservées concernant l'école des Beaux-Arts, la première sous-série AJ52-13, mais aussi les versements successifs, sont un petit reflet de ce qui concerne cet événement, parce qu'il n'était pas organisé par l'école, mais par ses élèves, ce qui finalement laisse assez peu de traces dans les archives, mis à part les lettres de plainte qui, elles, se retrouvaient à la direction de l'école, classées bien évidemment sans suite, puisque ce n'étaient pas eux les responsables. Mais également quelques collections, cette fois-ci dans des bibliothèques ou dans des musées. Dans la Bibliothèque nationale, c'est le Fonds Rondel qui est riche en éphéméras et en programmes de spectacles qui renferment des documents sur le Quasar, mais aussi les albums Massier, qui sont des grands albums où étaient classifiés des documents par type. Donc, par exemple, vous avez des volumes qui sont liés aux invitations, et ça a le double intérêt, non seulement de retrouver des documents sur le Quasar, mais de pouvoir voir à la même période d'autres types d'invitations pour comprendre l'essence de celles qui, en ce qui me concerne, traitaient du Quasar. Donc, de voir que les cartons d'invitation Quasar étaient beaucoup plus riches, beaucoup plus grands,
parfois vraiment complètement de taille disproportionnée, enfin pas dans le sens vilain, mais pour dire vraiment de très très grande taille. Et donc, ça permet de voir la créativité qui était beaucoup plus forte dans cette école que dans d'autres secteurs. La Bibliothèque historique de la ville de Paris, évidemment, mais aussi j'ai pu retrouver quelques documents exceptionnels au Centre d'archives d'architecture du XXe, au Musée des années 30 avec le fonds Yves Brière, ou à l'Académie d'architecture avec un livre d'or qui a été consigné pendant plus de 70 ans par le même groupe d'élèves d'un atelier d'architecture, APB pour atelier Paul Blondel, qui ensuite s'est égrené avec différents noms de patrons d'atelier, mais qui permet, par un réceptacle très suivi, de comprendre la vie d'un groupe sur le long terme. Donc ça a été quelque chose de très important parce que toute la vie du groupe était consignée dans cet ouvrage, mais aussi des collections comme le musée Carnavalet, parce que les organisateurs du bal donnaient des cartons d'invitation au musée. Ils avaient déjà du vivant du bal, si j'ose dire, cette envie de faire date et de garder une trace de cet événement notable. Alors voilà, par exemple, deux exemples pour le bal de 1948 qui avait pour thème les Aztèques, qui s'est déroulé à la salle Wagram. Le type d'iconographie qui était fait là pour un bal aztèque. Une affiche qui, elle aussi, précise beaucoup de choses quant à l'organisation du bal. Je ne vais pas vous la lire ce soir, mais ça fait partie des caractéristiques du bal que de donner des indications en rudoyant le lecteur, mais aussi en faisant beaucoup de jeux de mots, beaucoup de calembours, toujours en utilisant un lexique particulier. Donc, si ça va être sur les Aztèques, on va chercher à faire des clins d'œil à la culture aztèque. Dans le panel des sources qu'on peut utiliser, je vous ai mis aussi à côté un carton non retenu pour le même bal de 48 et des plaques. Plaques de bronze qui étaient portées par les organisateurs, donc chaque année différente, puisque répondant au thème, là je suis toujours dans l'exemple aztèque, avec des véritables plastrons qui étaient portés grâce à des cordes sur les participants, donc les plus grandes pour le comité d'organisation et les plus petites pour les délégués de chaque atelier qui étaient le relais du comité d'organisation auprès de chacun des ateliers de l'école. Des sources, oui, mais la source première, celle des organisateurs, qui s'est, de par l'histoire, retrouvée dans la cave d'un papetier Jourde, qui était en fait un des fournisseurs de l'école, des élèves de l'école, en matériaux de création. Il y en avait deux, il y avait Chaperon et Jourde, et donc deux figures du quartier, deux établissements importants pour l'achat de matériel, et les étudiants avaient utilisé avec complicité la cave de ce papetier pour y entreposer leurs documents. Et puis, au fil des années, le bal s'est arrêté. On a oublié que ces objets, ces documents étaient là. Ça comprenait aussi bien des cartons d'invitation que des notes de réunion, des écrits. Donc, un fonds extrêmement important émanant directement des organisateurs du bal. Le fils du papetier est mort. Tout s'est retrouvé sur le trottoir. Tout aurait pu finir à la peine. Et finalement, un Piffin est passé par là. Il a trouvé que c'était assez amusant de trouver toutes ces photos de gens dans des positions pas possibles, dans des accoutrements saugrenus. Et il a eu l'idée de proposer ces documents en divisant les documents en deux entités. Une qu'il a proposée à la librairie Bonnefoy, une autre qui a été acquise par la librairie Les Lames des Roses. Et ce qui est arrivé en fait comme collection à l'École des Beaux-Arts par achat en 2004 est issu de ce fonds, donc, qui est en partie divisé. Alors ça peut paraître aride, mais il faut comprendre que voilà, faire de l'histoire, c'est aussi comprendre ces logiques de fragilité. Voilà, faire de l'histoire, ça se base sur du concret, des témoignages matériels ou vivants. Mais voilà, on aurait pu passer à côté si cette source avait disparu.
justement, concernant la conscience d'avoir ces archives, parmi les documents, donc un manuscrit d'un compte-rendu de la réunion des organisateurs du bal de 37, qui parle des archives du bal des 4 arts. Chiny propose que les archives des 4 arts soient tenues à la disposition de tous ceux qui désiraient les consulter et qui ne pourraient pour cela les emporter chez eux. Je proteste contre ce projet qui permettrait à quiconque d'y mettre le nez. Les délégués pouvant très bien les montrer à leurs petits cousins ou à leurs concierges qui iraient les faire voir à sa nièce qui a de la barbe, et les malheureuses archives iraient finir soit chez le préfet de police, soit au siège de la Ligue pour la repopulation des squares en chattes énamourées, soit chez le président de la Société pour l'encouragement de la race bovine aux îles du Cap-Vert, etc., etc. Donc, vous voyez déjà le ton qui était utilisé par ces étudiants et plus précisément par ces joyeux drills, parce que ce n'étaient pas les plus drôles, les plus tristes de l'école qui, évidemment, organisait ce bal. Et donc, il tenait à disposition les documents concernant le bal depuis sa fondation pour que ce soit une source pour les suivants, pour les bals suivants. Et il y avait vraiment l'idée d'un passage de relais entre les générations par les documents, mais aussi par le fait d'être adoubé par le comité précédent. Quelle source? Eh bien, j'ai eu aussi la chance la liste est très longue, hein, mais ce n'est pas nécessaire de la lire en détail. Ce sont en fait toutes les fonds privés qui sont rassemblés sous l'association 4 arts, avec donc qui rassemble à la fois des passionnés, des collectionneurs et des organisateurs du bal ou leurs descendants, et qui ont permis donc de rassembler énormément de documents sur cet événement, mais aussi qui m'ont permis de rencontrer les derniers témoins que j'ai pu interroger pour avoir le plus d'informations possible sur cet événement. Voilà également le type de documents clés sur lesquels j'ai travaillé. Donc, ce sont le livre d'or de cet atelier qui est conservé à l'Académie d'architecture. Il faut imaginer que ces volumes sont hauts comme ça, à peu près, et très épais, avec quantité de documents qui sont collés à l'intérieur. Donc, le premier est daté du déluge à 1920 et puis ça va jusqu'en 1976. Et donc, ça va même au-delà de la chronologie du Quetzal, mais c'est truffé d'informations qui m'ont permis non seulement de comprendre l'événement, mais de comprendre la place de cet événement au sein d'une culture d'école. Voilà. On ne voit pas le haut, zut, on ne voit pas mon titre, en fait, c'est pas grave. J'en viens à ma deuxième partie. Donc, après cette présentation des sources, je cherche maintenant à vous présenter le déroulement du bal des 4 arts, avec tout d'abord le transport des décors la veille ou le jour du bal. Et donc, on est dans le quartier du 6e, on quitte l'atelier avec ce véhicule chargé de décors qui vont être installés dans des salles de bal. Le bal des 4 arts n'a jamais été organisé au sein de l'école, puisqu'il était organisé en marge de l'établissement. L'idée était d'aller louer une salle ailleurs dans Paris, et ça permettait plusieurs choses. Déjà, d'avoir une liberté totale, et ensuite de faire une traversée de Paris déguisée, et qui a rendu l'événement célèbre aux yeux des Parisiens. Mais bon, avant d'être déguisés, il faut imaginer ces jeunes gens ayant travaillé pendant de longs mois pour préparer tout un corpus d'affiches, de cartons, etc., de création, mais aussi chaque atelier qui a préparé sa loge pour qu'elle soit vue lors du bal, qu'elle participe de la magie de cet événement, de la reconstitution que ça sous-tend, et si possible, de rivaliser pour remporter le prix de la plus belle loge. Eh bien, parce que ce bal est aussi le reflet de la pédagogie de cette école, école fondée sur les concours, sur l'émulation artistique. Eh bien, dans les moments
de récréation, de détente et de fête, ils vont aussi utiliser cette émulation artistique et cette saine rivalité pour essayer de se surpasser et proposer les décors les plus intéressants. Alors, vous voyez, ces photos sont très rares parce qu'en fait, les photos étaient interdites à l'intérieur du bal. C'est pourquoi elles ne sont pas de très bonne qualité, mais elles sont issues de ces fameux gros livres d'or d'atelier. Donc là, on voit le montage de ces décors. Une fois que la salle est prête, les participants se costument à l'atelier et peuvent prendre la pose, comme ici, donc l'atelier de Frasse, qui pose sur les toits de son atelier avec une bannière portant le nom du chef d'atelier. Donc, il y a vraiment une idée de petit clan, en fait, entre l'école des beaux-arts était loin d'être monolithique et on avait au contraire une myriade de clans qui se retrouvaient le soir du bal pour fêter ensemble une grande célébration liée aux arts. Photographie plus ancienne la deuxième édition du bal en 1893, atelier Laloux. Là encore, on voit des bannières et des élèves aussi prenant la pose. Dans un atelier de sculpture, Maurice Reuter, qui a aussi écrit des textes qui m'ont été très utiles pour comprendre le bal des Quatre-Arts, beaucoup de témoignages, ici déguisé avec ses compagnons d'atelier, dans le contexte de l'atelier, à une époque où le bal des Quatre-Arts est encore un bal qui comporte plusieurs thèmes en même temps. L'année suivante, à partir de 1903, il y aura vraiment des indications pour que tous les élèves répondent à un thème commun qui essaye justement d'unifier encore plus ces liens entre les élèves de l'école. La rivalité est aussi une histoire d'identité. Donc, chaque groupe, chaque atelier aime défendre son modèle. Et il s'agissait, par exemple, de faire des références aux hommes préhistoriques quand on était élève du peintre Cormon, parce que c'est un peintre célèbre pour avoir représenté les hommes préhistoriques. Donc, pendant les premières années du bal, il s'agissait plus de refléter l'identité de l'atelier. Et à partir de 1903, on cherche au contraire à unifier beaucoup plus le bal et à demander à tous les ateliers de répondre à un thème. Il y a aussi l'usage du tableau vivant. Donc là, vous voyez des étudiants posant en frise des archers babyloniens. Et une traversée de Paris. Ça m'a amusé de vous montrer cette photo parce que c'est un pont qui n'existe plus, qui a été remplacé par le pont du Carrousel, c'est le pont des Saints-Pères. Et donc, il faut imaginer ces étudiants passer de la rive gauche à la rive droite pour aller dans différentes salles louées. Dans la première période du bal, c'était surtout à Montmartre que le bal se déroulait, et puis après, plutôt dans le quartier des Champs-Élysées. Il y a aussi une géographie de la fête qui peut être comprise en voyant l'évolution des salles utilisées par le bal. Et il n'y a qu'un bal qui a été organisé dans le 6e arrondissement, dans la salle des Sociétés Savantes. Et c'est un clin d'œil, évidemment. Et alors, oulala, il ne faut pas que je me trompe, c'était l'année en 58, je crois, pour Rabelais. Et en fait, quand j'ai regardé l'histoire de l'usage de ce bâtiment, on est entre deux usages du bâtiment avant que ce soit un bâtiment qui soit donné à l'université. Et donc, on peut imaginer qu'à ce moment de flottement, il a été possible d'organiser une fête. Donc, ce passage de l'école jusqu'à la salle de bal, les Quatre-Arts appelaient ça la montée au bal. Et elle a été reproduite dans la presse par des gens donc, comme ces dessins là, des années 20 avec André Varnaud, pour montrer ça rappelle le carnaval, évidemment, mais on verra tout à l'heure qu'il y a deux événements de l'école qui peuvent rappeler le carnaval. Grande liberté avec la possibilité de s'octroyer, de changer les codes de la société un peu de façon charivari. Ils allaient dans les bars, ils pouvaient boire ou manger dans les assiettes des gens attablés.
prendre dans les bras des passants, alors même qu'ils sont couverts de peinture et qu'ils peuvent mettre de la peinture sur eux. Donc, tout est possible. Ils font danser les gens. Ils peuvent se faire offrir des verres par les patrons de bar. On en revient encore aux patrons de café. Donc, même des établissements très célèbres comme les Deux Magots ou le café Lip, à la brasserie Lip, qui préparait des tables pour les Quatsars, mais aussi des grands établissements de Montparnasse, comme la Coupole, etc., qui les attendaient. Il y avait même des clients qui, le soir du Quatsar, se mettaient dans ces établissements-là en pensant, en espérant voir arriver les hordes d'étudiants des Beaux-Arts pour leurs frasques habituelles. Et puis, comme il fallait se déplacer, parfois, on prenait le métro, on pouvait prendre l'omnibus, l'autobus, ça dépendait des transports de l'époque. Mais voilà, il faut imaginer le côté saugrenu de ces traversées de Paris. Et puis, en arrivant face à la salle de bal, il fallait pouvoir montrer patte blanche afin d'être accepté dans le sérail. Et ça, c'est une affaire très importante au bal des Quatsars. Il y avait même un nom pour parler du filtrage des participants, qu'on appelait la chicane. C'était à la fois c'était un dispositif où le service d'ordre du bal posait des questions aux personnes qui se présentaient, des questions liées à la culture de l'école. Par exemple, qu'est-ce que la cour du Murier, ou qu'est-ce qu'un embu, qui est un objet qui sert à la création artistique. Donc des questions très précises. Et lorsque l'intrus était un étranger qui avait payé très cher une place pour entrer au bal, mais qui ne savait pas répondre, eh bien, il se retrouvait dans l'embarras de devoir rentrer chez lui, alors même qu'il a pu être mécène malgré lui de la fête, en payant un ticket ou en essayant d'entrer d'une façon ou d'une autre. Il y avait aussi un système qui, lui, était physique. Imaginez un couple qui se présente à l'entrée du bal et on veut bien faire entrer la dame, mais on ne veut pas faire entrer son mari. Eh bien, cette chicane, c'était un système qui permettait de trier les personnes qui arrivaient. Et donc, on disait à la dame, très bien, allez sur la droite. Elle passait par un petit passage et se retrouvait dans la salle de bal avec tout le monde. Tandis que son époux, on lui faisait passer de l'autre côté et il se retrouvait par un passage dérobé dans la rue. Donc, sans pouvoir... il n'y avait pas de téléphone ni rien à l'époque, donc sans pouvoir prévenir son épouse et avec cette frustration énorme de ne pas pouvoir rentrer. Et là, dans ce petit dessin de Louis Morin paru dans la revue des 4 saisons, on a la représentation de cette chasse aux intrus, parce qu'un des objectifs était vraiment de rester dans l'entre-soi des artistes et des modèles et de leur petit univers, et d'éviter d'avoir des voyeurs ou tout simplement des bourgeois. Hein. On essayait de choquer le bourgeois, donc ils pouvaient l'être aussi, ces élèves, mais en tout cas, avec leur façon d'être, ils ne souhaitaient pas avoir des personnalités policées qui seraient venues pour critiquer leur fête. Donc là, c'est ce qui est représenté sur l'image. Donc, le déroulement du bal, la nuit, une sollicitation de tous les sens, voir et en avoir plein les yeux. Malheureusement, comme je vous l'ai entredit, pas d'image à l'intérieur du bal pendant l'événement. Donc là, j'ai eu recours à un tableau de Louis Abel Truchet qui représente le bal de 1902-1903, qui a été présenté au Salon en 1903 et qui a été récemment acheté en 2020 par le musée Carnavalet. Pendant toutes mes recherches, j'ai connu ce tableau par la gravure et j'ai eu la chance de le voir donc réapparaître sur le marché et par l'achat du musée Carnavalet. Il n'est pas encore mis dans les salles, mais j'espère qu'on le verra bientôt. Et ça nous permet à la fois de voir en arrière-plan les décors de ces loges d'atelier. Vous voyez qu'il y a des inspirations byzantines à côté d'une inspiration qui là est très égyptienne, et des chars et animations dans le parterre de la salle, les fameuses bannières également pour le défilé qui était organisé.
Autre évocation de ces décors, là, d'une photo qui permet d'avoir aussi une échelle dans un bal qui a eu lieu à la porte des expositions, au parc des expositions de la Porte de Versailles en 31, le retour des vainqueurs de Salamine. Donc là, après la fête, les oripeaux de décors qui peuvent rester. Là encore, toujours pour avoir cette échelle et cette idée de la variété des décors qui étaient présentés. Cette fois-ci, 2 loges pour le bal évoquant le Cambodge antique. Avec, vous voyez un reflet sur l'image, avec une petite salle en recoin. En fait, il faut imaginer que ces loges, donc c'était à la fois un étage et une petite salle au rez-de-chaussée qui était appelée la salle de la paille. En quelque sorte, un lieu de recul et de repos où on pouvait, lorsqu'on avait trop bu ou qu'on voulait s'isoler ou consommer une rencontre, eh bien, on avait un espace prévu pour ça. Donc, je ne sais pas si on peut tout de suite faire le lien entre la paille et le paillard, mais bon, en tout cas, on est dans cette idée. Et là, une loge pour l'édition Les Barbares envahissent la Gaule, qui a eu lieu au skating de la rue d'Édimbourg. Alors, beaucoup de salles ont disparu, ont été transformées. Donc, ça a été aussi tout un travail que de retrouver la géographie de ces salles et de comprendre pourquoi l'usage de tel ou tel quartier, ce qu'on n'a pas toujours réussi à comprendre. Là, pour ce qui était dans la salle, vous voyez, pour le défilé qui avait lieu au cours de la fête, le type de char qui pouvait être confectionné par les élèves. Ici, pour l'atelier de Jérôme, eh bien, ils reprennent un des chefs-d'œuvre de leur maître, mais qu'ils font vivre le soir du bal, donc par ce défilé. Et on a vraiment beaucoup de jeux de référence qu'on peut faire à l'époque où les chars étaient représentés dans la presse. Donc là, pour le bal de 1903, avec une scène de char de l'atelier Redon, La Messe Noire, et on peut en fait reconnaître les scènes de Félicien Rops avec La Tentation de Saint-Antoine, ou là, pour un autre atelier, l'atelier Jean-Paul Laurens, le livre d'heures, lui aussi tiré d'une composition de Rops. Donc ça, c'est vraiment le travail de référence d'histoire de l'art qui est aussi tout à fait possible à faire sur le corpus des 4 arts. Donc, imaginez donc le concours de loge, mais aussi défilé, concours de beauté. Toute la nuit était rythmée par des concours et devait eh bien, émerveiller les participants. On pouvait aussi manger au bal des 4 arts. Et il ne faut pas imaginer un petit cocktail élégant, il faut plutôt imaginer quelque chose d'orgiaque et de sale. Surtout si on en croit le témoignage de Philippe Moll, architecte, qui a écrit ses mémoires et qui explique que pour le bal qu'il a organisé en 1962, qui avait pour thème les carnages de Tamerlan, il nous donne une petite idée du type de repas qui était au Quetzal. Un monstrueux gueuleton pour les 1500 participants. 3 sections de la garde noire forment un vaste cercle en repoussant tout le monde sur les bords de la salle. Et la 4e section dresse une immense table qu'elle couvre de camembert, de pain et de fruits, ainsi que de grandes poubelles neuves bien sûr, pleines de steaks tartare. 2 barriques de vin rouge sont placées à ses extrémités, à mon signal, parce qu'il était président du bal. Les gardes noirs, qui étaient le service d'ordre, baissent bras et bâtons, et le public se rue sur la nourriture qui disparaît totalement en 3 minutes. Autre aspect donc, dans cette compréhension du bal par les 5 sens, entendre à son assourdir les oreilles. Maurice Rotter, qu'on avait vu en photo tout à l'heure dans l'atelier de sculpture, livre lui aussi un témoignage du bal de 1905 qui avait pour thème la décadence romaine. Et ce sont les clameurs de la fête, les chants, la joie, des rires, les hurlements, le fracas de cymbales et des tambourins, des grosses caisses et des tubas, de longues trompettes claironnes couvrant l'orchestre.
Donc, on comprend là qu'il y a à la fois des orchestres, bien sûr, pour avoir de la musique, mais aussi des musiciens autonomes qui viennent participer à cette sonorisation et ce tapage qu'on pouvait entendre au Quetzal. Il faut savoir également que les orchestres qui jouaient souvent étaient plusieurs à se relayer, mais jouaient un nombre de morceaux assez limité. Et il y avait 2 morceaux très importants au cours du bal, parce qu'il y avait vraiment l'idée de reproduire à chaque événement la même ouverture, en fait, en utilisant l'opéra de Verdi, Aïda, les trompettes, cette fameuse aire des trompettes d'Aïda, la marche triomphale, en fait, c'est son vrai nom, mais on connaît souvent sous le terme de trompette d'Aïda, qui servait à l'entrée début du défilé des organisateurs, donc, comité d'organisateurs qui arrivaient sur cette musique de triomphe pour que la fête commence. Et autre chanson qui était beaucoup chantée lors du bal, c'est l'hymne de l'école, qui est plus vieux que le bal, et qui s'appelle Le Pompier, ou le casque du pompier, et qui lui aussi servait durant le bal, évidemment, et servait notamment pour finir le bal. Comme à la messe, un chant d'envoi, bien là, on avait pour la grande messe des Beaux-Arts le pompier. Et on en trouve bien sûr des références dans toute la production d'affiches et de cartons. Et là, je vous ai mis un exemple pour le bal des Quatsars de 1908, que les massiers, sous-massiers, anciens, chefs cochons, etc., incrustent dans les cervettes idiotes et rétives des salles nouveaux le rythme éternel de l'hymne sacro-saint du pompier, que l'hymne sacré retentisse de toutes parts. Donc, pour préparer les différents étudiants à la fête, là, vous avez toute l'organisation d'un atelier. Massier, qui est le président, enfin le responsable du groupe atelier, le sous-massier qui l'assiste, les chefs cochons qui sont les personnes qui assistent les massiers pour s'occuper des derniers arrivants qu'on appelle les nouveaux. Et donc, les nouveaux qui doivent, eux, bien apprendre ce chant parce que ça fait partie du passage obligé pour être intégré dans le groupe de l'atelier et ça participe bien sûr de la fête le soir du bal des Quatsars. Donc, sentir et avoir les sens saturés. Il faut imaginer de la fumée, de la sueur. Voilà, il y avait même une chaleur terrible dans le bal parce qu'il faut imaginer cette foule grouillante. Là, c'est encore une fois une affiche, mais il y a plusieurs types d'affiches. Donc, vous voyez qu'il y en avait qui comportaient des indications, mais il y en a d'autres qui étaient des évocations. Là, c'est une affiche de Jacques Noisette, un architecte, pour le bal de 1960 qui s'appelait Les Délices de Capoue et qui représente très bien l'image qu'on peut se faire de l'intérieur du bal. Autre scène évocatrice, là, cette fois-ci, dans un tableau qui est de très grande dimension, il fait 3 mètres de long, pour vous évoquer donc le toucher et les corps enlacés, le prétexte de la danse. Et j'ai même trouvé, au cours de mes lectures de témoignages, des évocations véritablement érotiques du fait de porter des demoiselles sur les épaules ou de devoir danser. Il y avait cette idée de nudité et de permissivité lors de la fête qui est quelque chose d'assez intéressant à noter. Lorsque le bal s'achève, j'ai oublié de vous dire que le bal avait lieu à huis clos. Donc, une fois qu'on entrait au bal des Quatsars, on n'en sortait plus, ou du moins on en sortait tous ensemble au petit matin. C'est encore une caractéristique assez notable. Mais au moment où on réouvre les portes, eh bien, ça permet de faire un second cortège, vous comprenez l'intérêt. Et donc de faire un second passage dans les rues de Paris pour regagner l'école des Beaux-Arts en passant parfois en traversant la Seine à la nage, en allant se baigner dans les fontaines de la Concorde, comme c'est représenté dans le film Un Américain à Paris avec John Kelly, que vous connaissez peut-être. Il y a un beau ballet de Gershwin où on voit les participants dans les fontaines de la Concorde. Alors, c'est très chorégraphié, mais c'est une évocation de la réalité de ce qui se passait. Ils allaient même se baigner dans la fontaine Saint-Michel ou terminaient dans les bains-douches du quartier.
où ils ne trouvaient rien de mieux que de boucher les lavabos et de créer des inondations. Donc, imaginez-vous, j'allais dire la bêtise quand même, de ces étudiants. Et donc là, une scène représentée par Yves Breyer, qui était élève de l'école et qui a aussi œuvré à des cartons d'entrée et qui a souvent pris le bal des 4 arts comme sujet. Autre liberté que se donnaient les élèves, eh bien, puisqu'ils rentraient à l'école au petit matin, ça pouvait aussi servir d'une sorte de monôme de protestation. La photo n'est pas très bonne, mais l'histoire est très intéressante. Alors, malheureusement, on voit mal, mais avec la souris de l'ordinateur, là, je vous montre, il s'agit d'un petit arbre factice. C'est important que vous voyez ça parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce que j'ai à vous dire. Cet événement était accompagné d'un petit carton d'invitation qui disait, c'était pour le lendemain du bal, Ministère de la Destruction publique et des Beaux-Arts, le comité des 4 arbres, justement ému de la nudité du quai Malaquais, je sais pas pourquoi le fourché. Le nu est comme toujours interdit, à l'honneur d'inviter monsieur ou madame au reboisement des quais qui commencera le samedi 22 avril devant l'école des Beaux-Arts. Ouverture des bourgeons à 6h30 précise du matin, le costume est de rigueur. La tenue d'ingénieur est rigoureusement interdite. Le cortège quittera le Moulin Rouge à 6h précises. Donc, vous comprenez bien qu'on est après un bal qui a eu lieu au Moulin Rouge. On invite les participants au bal à revenir à l'école pour faire un monôme de protestation. Et c'est là où peut-être ça vous intéressera pour le 6e arrondissement, parce qu'il était prévu de couper sur le quai Malaquais des arbres centenaires, dans l'idée de prolonger ou d'aménager des voies de chemin de fer pour la ligne Paris-Orléans. Idée qui ne plaisait pas du tout aux élèves des Beaux-Arts et qui en profitèrent pour conspuer les ingénieurs. On est toujours dans une période où ingénieurs et architectes Beaux-Arts sont en grande rivalité. Ceci explique peut-être cela. Maintenant, je vois que l'heure tourne et heureusement, j'ai essayé d'être plus synthétique dans la suite de ce que j'avais à vous présenter. Donc, pour quelques dates clés pour comprendre l'histoire de ce bal. Donc, il est né dans la tête de quelques étudiants qui se sont dit c'est dommage, les élèves des Beaux-Arts aiment faire la fête, savent faire la fête, participent aux fêtes, au carnaval et autres, mais n'ont pas leur bal. Alors qu'on est en 1892 et que beaucoup de grandes écoles et même beaucoup de corporations de différents types de professions ont leur bal. Et donc, ils décident d'organiser le bal des 4 arts qui se déroule pour la première fois en 1892 à l'Élysée-Montmartre. L'événement est peu relayé dans la presse, et on en a quelques petits entrefilets, mais il est dit que ça a été un grand succès. L'année suivante, l'organisation prend de l'ampleur et les étudiants des Beaux-Arts se font aider par un patron de presse qui s'appelle Jules Roch, qui est patron du Courrier français et qui les aide à organiser un bal qui va lui se dérouler au Moulin Rouge. Comme à l'accoutumée, il prépare des animations et 4 chars, enfin 4 modèles servant modèles d'artistes relativement dénudés sont portés sur des palanquins et sont portés par les élèves pour incarner, faire les allégories des 4 arts. Et ce spectacle, apparemment intéressant et marquant, fait l'objet d'un article de presse qui est lu le lendemain de sa parution par un sénateur qui se voulait le garant de la licence publique et des mœurs, qui s'appelait René Béranger, et qui décide d'attaquer les organisateurs du bal et ses modèles. Et en fait, ce scandale d'attentat à la pudeur fera la célébrité de ce bal et ce bruit, oui, on le rendra assez mythique. Ça sera couplé, donc il y aura un procès qui finalement donnera quasiment un non-lieu au modèle et à l'organisateur, Henri Guillaume, mais il s'en suivra un bonhomme de protestation et un événement politique et un désordre interne tel qu'il y aura des émeutes dans tout le quartier latin.
des violences policières et un mort, un monsieur qui était assis à un café et qui se retrouve à recevoir un projectile sur la tête lors d'échauffourées. On a pensé pendant longtemps que c'était lancé par les brigades centrales donc de la police. Il s'avère en fait que non, c'était vraiment accidentel, ça venait de l'autre côté, mais en tout cas, c'est passé pour cette mort est passée comme ce mort est passé pour un martyr de la cause et ça a quand même conduit à la démission du préfet de police et à son remplacement par le préfet Lépine. Finalement, il a démissionné, mais il a eu une place ailleurs sans problème. Mais en fait, voilà, les choses s'étaient envenimées parce qu'on est en 1893 et on a toujours peur des attentats anarchistes. Et il y avait eu en plus des protestations sociales liées à la fermeture de la bourse du travail. Enfin voilà, un événement estudiantin couplé à un problème social et à une crainte de débordement. Ça a créé des émeutes qui ont fait grand bruit. J'ai une image après pour l'illustrer. Je vais peut-être vous la montrer tout de suite. Donc voilà, il faut imaginer le désordre au quartier latin pendant plusieurs jours. Voilà, c'est toute une affaire qui était un des événements les mieux connus du bal des 4 Arts, d'abord parce qu'il avait fait grand bruit, et aussi parce que c'est un événement très important dans l'histoire de la police. Donc les historiens de la police connaissaient très bien cet événement. C'est pas là où j'ai pu faire le plus de découvertes. Je reviens en arrière. Donc la fameuse modèle incriminée, la voilà. Elle a posé pour tous les plus grands peintres de l'époque. Elle se faisait appeler Sarah Brown. Et chose aussi amusante, rétroactivement, dans un journal de 1896, on pouvait lire « Le futur titre-livre qui s'efforcera de démêler les événements de ces 10 dernières années serait en effet incomplètement renseigné s'il ne rappelait pas à la postérité le rôle joué par Sarah Brown ». C'est toujours amusant quand on fait des recherches historiques de voir qu'on prévoyait déjà cela avant dans le temps. Sinon, dans les grandes structurations, donc je vous l'ai déjà dit, la période 1903 jusqu'à la guerre de 14 est le moment où on propose des bals à thème. Avant, ça n'était pas le cas. La Grande Guerre constitue une rupture importante, mais on le verra, la culture d'atelier et le Quatsar est encore présent dans l'esprit des étudiants mobilisés. Après la guerre, le bal renaît et on sent l'affirmation d'une culture d'école au milieu d'autres bals d'artistes qui vont pulluler au moment de l'entre-deux-guerres, surtout avant la crise financière. Et ensuite, concernant le Quatsar lui-même, des thèmes de plus en plus précis qui vont se rencontrer dans la période 1920-1939. Seconde rupture avec la guerre mondiale, bien sûr, les bals sont interdits pendant la guerre. Une reprise difficile du bal en 1946 avec le camp d'Agamemnon. Le camp d'Agamemnon est l'idée de célébrer la victoire, parce que vous comprenez bien qu'on célèbre la victoire de la Deuxième Guerre mondiale et on cherche aussi à la célébrer de façon en miroir déformant dans le Quatsar. Et puis, on va avoir ensuite une période un peu plus baroque, où on va avoir des coiffes de plus en plus hautes dans les costumes du Quatsar, voilà, pour les petits indices de périodisation. Et ensuite, on en vient progressivement à une perte de l'unanimité concernant ce bal au sein de l'école et au sein du pourquoi. Vous savez peut-être qu'il y aura une réforme qui va conduire à départ de la section architecture de l'école des Beaux-Arts. Donc tout ça couvre depuis longtemps et ce bal qui se voulait une liaison entre les différentes sections de l'école, Quatsar, donc commence aussi à être colosse au pied d'argile parce que ce moment d'union commence aussi à être fragilisé. Donc voilà pour suite et fin. Et donc la dernière édition du bal aura lieu en 1966. Je vous disais donc qu'il était encore présent dans l'esprit pendant la guerre. Là, une gazette de l'atelier André, atelier d'architecture de l'école, en juin 1917. Vous avez en partie supérieure une frise qui représente des étudiants déguisés à l'antique. Et dans la frise
niveau inférieur, de véritables soldats. Et on peut lire « V'là les Khazars qui passent », qui est une chanson. Mais donc, vous voyez bien que c'est, même au pire moment, ça fait partie des référentiels qui rassurent et qui plaisent aux étudiants mobilisés. Alors, j'ai plus beaucoup de temps, mais sachez que j'avais voulu synthétiser au maximum en vous montrant ces images. Non, mais j'ai encore quelques. C'est pour ça que je me dépêche. J'ai cherché à cartographier en quelque sorte les différents précédents de bals qui pouvaient faire aboutir au bal des Khazars, donc tout ce qui pouvait se rapprocher de près ou de loin. Vous voyez sur la barre supérieure, on parle des bals d'artistes, bals costumés, bals étudiants. Donc, le Khazar relève à la fois des bals d'artistes, du bal costumé et du bal étudiant. Et donc, j'ai cartographié différents exemples, comme les mascarades de l'atelier Bonnat, qui étaient des fêtes d'artistes, ou bal de l'Académie Julian, qui sont plus anciens que le bal des Khazars et qui sont différents modèles qui ont pu aboutir à ce bal. Mais voilà, c'est une vision synthétique de la chose. Et à l'inverse, le bal des Khazars, ce qu'il a pu essaimer, il y a eu ensuite des bals qui s'y rapprochaient dans beaucoup d'écoles de création, l'école des arts décoratifs, mais aussi dans des écoles de province comme le bal des Khazars de Bordeaux, qui portait vraiment ce nom-là, ou dans le bal des Khazars de New York, ou les Beaux-Arts Ball. Les Américains utilisaient le terme Beaux-Arts en français pour parler de leur fête, pour montrer, beaucoup avaient étudié à Paris, et au moment de la prohibition américaine, on souhaitait recréer un bal qui n'avait pas les mêmes débordements, bien évidemment, qu'à Paris, mais avait la volonté d'avoir la même volonté créatrice, en fait, dans les décors et les costumes, voilà, la même impulsion créatrice, mais ça s'est transformé en bal de charité aux États-Unis, parce qu'il fallait trouver un but correct à ce type de fête. Je vous ai listé également d'autres fêtes d'artistes indépendants qui se déroulèrent à Paris dans les années folles. Le bal de l'AAA, l'Amicale d'aide aux artistes, le bal transmental, le bal banal, le bal de la Horde du Montparnasse. Donc là, c'était vraiment un groupement d'artistes indépendants situés à Montparnasse. Autre pan qui, là, va nous intéresser pour être un peu plus développé, les autres festivités de l'école des Beaux-Arts. Il y avait la fête du rouge vin, le gala de l'école, mais aussi les pince-fesses d'atelier, à comprendre en fait fête d'atelier, les concours de fanfare et les banquets et différents repas d'atelier. Et donc, ça va me permettre juste de vous faire un tout petit saut de puce pour essayer de comprendre donc, que le bal des Khazars était très ritualisé et émanait d'une culture d'école. Et cette culture d'école aux Beaux-Arts est née justement dans la dernière décennie du 19e siècle, et elle puise ses racines dans une culture plus profonde, elle, qui est la culture d'atelier, qui est déjà très développée au 19e siècle. Donc, chaque petite cellule d'atelier qui a ses propres rites, son propre vocabulaire, ce qu'on appellerait à l'heure actuelle le bizutage, mais aussi des traditions et une hiérarchie, et le terreau dans lequel on va trouver une certaine façon d'être qui va conduire à cette idée d'ériger une culture d'école dont le Khazar est une des émanations, parce que moment où on cherche à rassembler tous les étudiants. Mais là, je vous montre donc pour cet esprit d'atelier, le type de production aussi qui sont intéressantes. Et là, il y a un clin d'œil direct, parce que vous voyez le paysage qui est représenté à l'arrière-plan, pour un dîner d'atelier de l'atelier Paul Blondel, avec à la fois le quartier qui est représenté parce que c'est là où sont installés là où est installé l'atelier, et une charrette où sont transportés les décors jusque dans l'enceinte de l'école. Et ça me permet d'aborder avec vous très brièvement un élément à comprendre, très important pour comprendre l'école des Beaux-Arts. L'école des Beaux-Arts ne se cantonnait pas à l'adresse de l'école des Beaux-Arts. Il y avait quantité d'ateliers
qui étaient situés dans différentes adresses du quartier parce que c'était des ateliers libres qui n'avaient pas de local au sein de l'école, mais qui, comme tous les autres, présentaient leurs projets dans l'enceinte de l'école. Donc, il fallait porter ces grands projets pour qu'ils soient jugés dans la salle Melpomène de l'école. Et donc, il fallait louer une charrette chez un bougna du quartier et demander aux nouveaux de l'atelier d'aller porter vite les projets avant l'heure limite du jugement. Et donc, l'expression « être charrette », que vous connaissez peut-être tous aussi, vient de cette culture d'école. Et la charrette va être omniprésente dans cette culture d'école. On va même en faire un club sportif. Donc là, on a une course du Charrette Club de l'école. Donc, ce n'était pas les Jeux Olympiques, mais on était déjà dans cette idée. Une photo de balle d'atelier, là, dans la rue Visconti, pour vous donner aussi l'idée des petits décors qu'on pouvait faire pour juste une fête beaucoup plus intime, puisque ne concernant que les élèves de l'atelier. Et autre temps fort de l'école, qui était la balade du rouge vin, et qui était assez célèbre dans le quartier, parce que, encore une fois, c'est une fête qui permettait aux élèves de sortir et d'être très visibles dans les rues du quartier, parce qu'ils construisaient des chars assez importants, soit sur les quais de Seine, soit comme on le voit ici, dans les rues du 6e arrondissement. En fait, cette fête, balade du rouge vin, était liée à un concours qui n'était ouvert qu'à des architectes, en hommage à quelqu'un qui s'appelait Rougevin. Ça n'a rien à voir avec l'alcool et le raisin. Donc, ce concours de fondation était très prisé des élèves parce qu'il permettait de gagner de l'argent et d'être reconnu dans son cursus. Et pour cela, les étudiants architectes devaient plancher en étant en loge, donc enfermés dans un petit espace où ils faisaient leurs travaux. Pendant ce temps-là, les membres de l'atelier qui, eux, ne concouraient pas, préparaient pour leur poulain qui était en train de plancher, eux aussi essayaient de concourir à leur façon en faisant des chars qui allaient concourir et être jugés ensemble dans la cour de l'école. Donc, c'est vraiment toujours cette idée de miroir déformant où on va avoir d'un côté une organisation d'école avec ses concours, etc. Et de l'autre, vous voyez qu'à chaque fois, on a une réponse côté étudiant avec toujours cette idée de rivaliser, et là, plus par le rire. Et donc, ces chars étaient jugés dans la cour de l'école. On trouve même trace dans les archives de la ville de Paris, parce qu'il pouvait y avoir des personnalités de la municipalité qui faisaient partie du jury. Et ils étaient traînés dans les dernières parties, soit sur des charrettes, soit dans la dernière période sur des carcasses de voitures, traînés dans les rues de Paris en cavalcade, puis placés sur la place du Panthéon, où au milieu des rondes et des champs, ils étaient agrémentés de feux d'artifice et mis à feu. Donc là, je vous ai montré le type de char qui pouvait être fait, là assez amusant, puisqu'on a un académicien sur lesquels une jeune femme nue qui lui a volé son couvre-chef, donc, est sur les épaules, mais on reconnaît bien sur les manchettes le costume d'académicien, donc pour l'atelier de Frasse. Et là, il s'agissait donc de faire encore une fois une distorsion par rapport au sujet du concours, qui cette année-là concernait le plafond d'une salle des fêtes. Et bien là, les élèves ont plutôt choisi de montrer ce qui pouvait se passer dans la salle qu'au plafond. Mais il faut imaginer donc ces grands chars portés donc en procession dans les rues. Là, vous le voyez avec une photo. Et on reconnaît... et mise à feu. Donc ça, c'était dans la presse. Et ça permettait donc de les détruire, parce qu'on ne pouvait pas non plus conserver ce genre de choses. Et ça rappelle les feux de la Saint-Jean. Ça rappelle aussi
les processions liées à la fin du labeur. Vous savez, après un chantier ou après une récolte, il y a des types de fêtes très particulières qui marquent la fin du travail. Et bien là, on est après un concours et c'est ce type de fête qu'est la balade du Rougevin. Et si cette fête est si intéressante, c'est parce que j'y ai vu, et ça sera ma conclusion, parce que je n'ai pas envie de trop déborder, le carnaval de Paris était un événement très important au XIXe siècle, qui s'est énormément essoufflé dans cette période où apparaissent ces deux fêtes, la balade du Rougevin et le bal des Quatre Arts. Et à elles deux, elles sont un bon reflet de ce qu'était le carnaval parisien. À la fois un carnaval de rue avec des chars, cette grande liberté avec des thèmes parfois grivois, parfois carrément obscènes, ou liés à l'actualité politique, ou se moquant de personnalités puissantes. Vous imaginez bien que quand on est étudiant aux Beaux-Arts, l'académicien est à la fois celui qu'on souhaiterait être et celui qu'on ne souhaiterait surtout pas être. Donc, il y a ces deux aspects. Et en fin de compte, le Quatzar est l'équivalent d'un bal de carnaval, qui est vraiment la particularité du carnaval de Paris, c'est d'avoir à la fois un carnaval de rue et des bals nocturnes. Et donc, avec ces deux fêtes, on a en quelque sorte, dans le milieu restreint des élèves de l'école des Beaux-Arts, une concentration, une conservation, un souvenir de ce carnaval de Paris. Et c'est le grand folkloriste Arnold van Gennep qui avait remarqué, à propos de la balade du Rougevin, que dans ce milieu donné des élèves des Beaux-Arts, il y avait une forme de conservatoire du carnaval. Autre fête qui était à l'école, le gala. On en voit juste ici l'affiche en 1967, qui était aussi le dernier gala de l'école. Vous voyez que tout se termine au même moment. Gala qui, lui, était organisé au sein de l'école et qui pouvait aussi avoir des costumes, mais beaucoup plus habillés, et qui est vraiment postérieur au Quatzar. Et en fait, ce qui m'a amusée pour conclure cette présentation, de vous montrer cette photo, elle avait été choisie par Georges Didier Huberman pour son exposition, et elle représente en fait un mur de l'école pendant mai 68. Et en ce qui me concerne, j'aimerais l'intituler « Il était une fois l'école des Beaux-Arts » parce qu'on voit deux époques qui se superposent. Donc celle des fêtes où on explique qu'on recrute, le comité recrute des personnes pour aider à organiser le gala. C'est cette feuille-là, vous voyez, où on pouvait mettre son nom, etc. On voyait qu'on pouvait acheter des billets pour quelque chose à la Grande Masse, qui était l'association de l'école, qui existe toujours, mais qui a un petit peu changé de destination. Et le carton, enfin l'affiche du bal de l'école, le tout qui est finalement recouvert par des problématiques plus larges, sociétales, politiques, qui ont porté un coup final à cette fragilisation de culture d'école et d'union des élèves dans le courant des années 60. Puisqu'après, donc, il va y avoir la création des unités pédagogiques d'architecture et une grande désunion, là, institutionnelle, dans les rangs de l'école des Beaux-Arts. Merci beaucoup. Alors, mon travail a fait l'objet d'une publication donc qui est sortie au mois d'octobre 2023. Je vais peut-être vous faire passer un exemplaire si ça vous intéresse, dans lequel vous retrouverez une partie de ce que je vous ai dit, mais surtout beaucoup de ces productions faites dans le cadre du bal, donc beaucoup d'affiches et de ce corpus inédit du bal des Quatre Arts, en espérant que ça attise votre curiosité. Bon, donc je vous laisse. En attendant, je voulais vous remercier pour cette conférence tout à fait inattendue. Et nous venons de découvrir quelque chose à la fois fascinant
de fascinant. Et cette école, enfin, pour ceux d'entre vous qui ont été dans des écoles et qui se souviennent des bisuttages, etc., ce n'est que le pâle reflet de cette fête extraordinaire. Et alors, moi, j'ai une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Quand je vois ce pont du Carrousel, enfin, avec cette corde immense, à l'époque, il y avait combien d'étudiants à l'école des Beaux-Arts? Alors, le chiffre exact, je ne saurais vous dire. Ce que je sais, c'est qu'au bal des Quatre-Arts, il y a pu y avoir de presque 2000 élèves jusqu'à, participants, pas forcément élèves, à des éditions beaucoup plus restreintes qui comptaient que dans les 300 participants. Il y a eu des flops, si je peux me permettre. Oui, mais non. Et là, ça concernait à la fois les étudiants de l'école même et ceux des ateliers. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça brassait même plus large parce qu'en fait, beaucoup d'étudiants étaient présents à l'école sans être officiellement élèves. Oui. On préparait son admission à l'école en étant déjà élève dans un atelier, mais sans être considéré comme un élève aux yeux de l'établissement. Oui. Et il y avait aussi des ateliers, en quelque sorte, cousins, puisque c'était des ateliers préparatoires où, cette fois-ci privés, donc les gens allaient payer pour les intégrer, mais c'était évidemment une population qui était bienvenue au bal des Quatre-Arts. Et donc, ça ne se cantonnait pas uniquement aux ateliers de l'école, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, mais ça brassait un petit peu plus large. Et il y avait aussi des artistes indépendants qui pouvaient venir et d'anciens qui revenaient aussi pour la fête. Oui, on a tous entendu la fanfare des Beaux-Arts. Oui, s'il y a des questions. Il y a des questions, s'il vous plaît? J'étais dans l'école des Beaux-Arts de la Bravo. Je peux dire dans les 50 Américains qui sont devenus des citoyens, ils sont devenus des Beaux-Arts. Et je suis un peu la recherche de la phrase de l'artiste. Est-ce que vous avez des choses sur ce groupe? C'est vraiment un groupe de la jeunesse. Alors, sur le groupe qui a financé le mât des Américains, parce que je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, je n'ai pas spécifiquement d'éléments. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait certains ateliers qui attiraient beaucoup plus les étudiants américains que d'autres. Vous cherchez chez les architectes ou chez les peintres? Essentiellement des architectes. Oui, parce qu'en fait, il y avait énormément d'architectes. Je pense que c'était une cinquantaine, ils avaient joué un plein de groupe, et leur idée, c'était de vivre en jeunesse de Beaux-Arts, et dont le bal des Quatre-Arts, c'était le bal de la Quatre-Arts. Donc c'est pour ça que 50 Américains dans la Quatre-Arts, c'est pas si on pourra peut-être échanger après pour essayer de voir si je peux trouver des éléments pour vous. J'ai été des Beaux-Arts en sculpture pendant 6 ans, entre 69 et 76. Et à l'époque, il y avait encore, je pense qu'on pourrait en parler parce qu'on a l'impression que le Quatre-Arts s'est terminé, il n'y en a plus. Et l'esprit d'école, ce que vous avez évoqué, il a continué. Et clairement, il était malmené, justement parce qu'il y avait des courants différents. Il y avait j'allais dire, de la suprématie des architectes, et ensuite les projets politiques d'organiser tout ça. En fait, moi, j'ai connu quand même 3 balles des Quatre-Arts après 66. Les balles des Quatre-Arts, avec affiches, etc., et des constructions extraordinaires dans l'école des Beaux-Arts. Parce que là, c'était à l'école. Alors, on sent qu'il y avait une espèce de nostalgie de cette période, et que, parce que j'ai quand même vraiment vécu ce sentiment de culture d'école, c'est-à-dire tout le monde, effectivement, par exemple, parce qu'il y avait une très grande fête. Mais l'esprit d'atelier existait toujours, mais des ateliers qui étaient très ouverts. Alors, on pouvait aller d'un atelier à l'autre sans être rejeté, comme ça l'a été il y a ces dernières années, l'époque des écoles a beaucoup changé. Alors, le premier bal des Quatre-Arts, je n'y étais pas parce qu'il a dû être fait dans les années 68.
peut-être un petit peu avant. Mais j'ai vu les affiches, j'ai vu les projets, j'ai vu quelques photos. C'était extraordinaire. Entre les Muriers, la cour des Muriers et la salle des Poèmes, ils avaient, c'est des bâtiments qui avaient été construits, je pense, entre les deux guerres, et ils étaient un peu à un niveau un petit peu surélevé. Donc, on les avait mis en escalier. Et tout ce pouvoir qui faisait, c'est toujours 6, une centaine de mètres de long, ils avaient transformé tout canal. Ils avaient mis des côtes de paille, des grandes et on allait à l'école des Casards par la Bonaparte. Et on prenait le bateau pour aller à la nouvelle salle de commerce. Ça m'intéresse énormément, il va falloir que je vous enregistre. Mais en fait, la grande masse s'en occupait beaucoup à ce moment-là. Alors, celui où je suis allé, c'était dans les années 70, 2011. Extraordinaire aussi sur le plan de la construction éphémère. Il y avait une ambiance très 19e siècle. Mais Charles Darwin du 19e siècle, alors effectivement, il y avait le modèle de l'école. Un petit peu pour faire de théâtre. Et puis, je sais qu'il y en a eu un autre après le recherche. Je ne sais pas si c'est 76 ou 74. D'accord. Mais écoutez, ça m'intéresse énormément, donc j'espère qu'on pourra échanger sur cette question. Et puis, alors, à propos des bassins, etc., du point de vue société, une chose qui ne plaisait pas beaucoup à la police, c'est que l'école était tellement capable de se mobiliser en quelques heures, on donnait le mot d'ordre. À l'époque, il y avait 7 fanfares. Et rendez-vous dans le bassin du jardin du Luxembourg. Donc, il y avait et là, c'était vraiment les événements sportifs, comme ça. Déjà, les couleurs, on a pu récupérer ici. C'est quoi, il y a ce Je suis allée au bas de Calzar en 1966. C'est participé au bas de 1966. Mon mari était président en 65. Et vous avez relevé sur l'économisme qui existait dans les années 50, 60 pour le mois avant également, entre le bal de l'internat et le bal des Casards. Alors oui, j'ai Intermédiaires qui invitaient certains qui invitaient au bal des Casards. Et dans les ateliers, les étudiants des Beaux-Arts étaient aussi gracieusement nourris en échange de la peinture de fresques. Et puis là, les étudiants en Beaux-Arts venaient aussi à l'école de médecine pour apprendre un peu d'anatomie. Vous avez tout à fait raison. J'ai abordé un petit peu cet aspect dans ma thèse, mais vous aurez compris que déjà ce soir, j'ai voulu vous dire des choses, mais je n'ai pas du tout réussi à parler de tout. Et oui, évidemment, il y avait des liens très forts entre les deux. Déjà, le même quartier, ils avaient le même périmètre, ils avaient aussi des cours en commun. Parce que par rapport à l'anatomie, il y avait des professeurs de médecine qui venaient enseigner aux Beaux-Arts. Et il y a même toute une époque qui est appelée l'école des cadavres, où on a véritablement des cours d'anatomie à la fois d'après l'antique, mais aussi d'après le modèle vivant et d'après des morceaux de cadavres. Donc, il y a vraiment des professeurs de chirurgie et on en a même un reflet dans les collections de l'école parce qu'il y a des conservations d'ossements d'animaux ou humains. Et très souvent, il s'agit de mêmes spécimens dont on va trouver une partie du corps au Musée d'histoire naturelle ou à l'école de médecine et une autre partie à l'école des beaux-arts. Ça prouve bien qu'il y avait vraiment une circulation, même là, des spécimens qui circulaient. Et dans ce partage d'un esprit commun, il y a évidemment beaucoup de choses en commun entre entre l'école des beaux-arts et les médecins, aussi parce que, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais contrairement à beaucoup d'écoles, les étudiants ne fonctionnent pas en classe d'âge. Il n'y a pas de promotion. Et c'était un petit peu la même chose avec les médecins, avec la salle de garde
qui va à chaque fois regrouper dans un moment donné des étudiants parfois à des niveaux différents de leur engagement dans les études et qui vont avoir eux aussi une vie de groupe assez particulière dans chaque salle de garde de médecine où finalement ils ont des spécialités médicales et une géographie des hôpitaux très différents dans Paris. Et le bal de l'internat est aussi le moment où tous ces groupuscules se retrouvent pour faire la fête ensemble. Et c'est exactement la même chose avec le Quatsar qui va, le soir venu, non pas rassembler les gens venant des différents hôpitaux, mais venant des différents ateliers. Donc il y a même la même racine dans disons, la construction anthropologique, de l'intérêt anthropologique de ce type d'événement, où vraiment ça va être un moment d'union et de chaos pour recréer quelque chose ensemble. Et oui, beaucoup de liens entre les médecins et les élèves des Beaux-Arts. Il y a même des années où certains artistes vont aider les médecins à faire des décors, à faire leurs chars. Donc, on en a trace. Donc, il y a vraiment des liens très forts. Mais le bal de l'internat est plus ancien. Je crois que madame, vous avez une question? Quelqu'un veut... Non. Bon, ben, donc, il va dire quelque chose. Bon, écoutez, encore mille merci. Et encore mille merci pour cette passionnante conférence. Je retiens enchanté tout le monde. Et donc, je vous remets la parole souvent parce que vous avez tous ces travaux ont permis la publication d'un livre d'art. Tout à fait. Et qui circule d'ailleurs en ce moment. Est-ce que vous avez des flyers comme on dit aujourd'hui? Alors, je n'ai pas de flyer, mais j'ai quelques exemplaires si ça intéresse quelqu'un de repartir avec le livre ce soir. Mais sinon, il se retrouve dans les bonnes librairies assez facilement. Et donc, je vous remercie tous et je remercie également les personnes qui nous ont écoutés en ligne. C'est très gentil à elles d'avoir donné aussi un peu de leur temps, même à distance. Donc, voilà, petite pensée à tout le monde et merci à tous de vous être déplacés ce soir. Et voilà, j'espère vous avoir intéressé.